Nous retrouvons notre duplex de cette semaine avec notre partenaire de la DW et Bob Barry. Au menu de ce numéro, le retour médiatique d'Angela Merkel, 6 mois après la fin de son dernier mandat. L'ex-chancelière a condamné l'attaque russe contre l'Ukraine. Selon elle, cette guerre est aussi une rupture qui l'affecte personnellement. Mais elle a nié avoir commis d'erreurs en ayant été, je cite, trop naïve avec la Russie lorsqu'elle était au pouvoir. Oui, c'est bien de cela qu'il s'agit. Angela Merkel dit avoir toujours tenté d'éviter une telle guerre qu'elle a qualifiée de grande tragédie. Selon l'ex-dirigeante allemande, la guerre menée par la Russie en Ukraine est une agression brutale qui ne respecte pas le droit international et pour laquelle il n'y a aucune excuse. Angela Merkel a souligné que cette attaque de la Russie est aussi une grave erreur de la part de Vladimir Poutine. Madame Merkel a par ailleurs reconnu que l'Europe n'avait pas réussi à mettre en place une architecture de sécurité qui aurait permis d'éviter cette guerre. Angela Merkel dit que les Européens et leurs alliés auraient pu déjà réagir plus fermement à l'annexion de la Crimée par la Russie. Vous vous souvenez, c'était en 2014 et même si, selon l'ancienne chancelière, on ne peut pas non plus dire que rien n'a été fait à l'époque, celle-ci a fait par exemple référence à l'exclusion de la Russie du G8 et à la décision de l'OTAN selon laquelle chaque pays membre de l'Alliance devait consacrer 2% de son produit intérieur brut à la défense. Mais Angela Merkel a aussi dû expliquer pourquoi elle s'était opposée en 2008 à l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine et à la Géorgie. Oui, c'est exact. Selon Angela Merkel, si l'OTAN avait à l'époque donné une perspective d'adhésion à ces deux pays, le président russe Vladimir Poutine aurait déjà pu à l'époque causer des dégâts énormes en Ukraine. Ainsi, Angela Merkel défend aussi le refus de l'OTAN d'intervenir actuellement en Ukraine. Elle a aussi ajouté que l'admission de l'Ukraine dans l'OTAN était à cette époque-là problématique car le pays, selon elle, était dirigé par des oligarques. C'est ce qu'a dit Angela Merkel hier dans une interview exclusive à la télévision allemande. Dans l'ensemble, l'ex-dirigeante allemande ne se reproche rien en ce qui concerne sa politique envers la Russie, mais elle s'est toutefois montrée très critique à l'égard des États-Unis et du projet du gazoduc Nord Stream 2 en mer Baltique. Angela Merkel dit aussi avoir été très contrariée par le fait que le président américain Joe Biden ait imposé des sanctions aux entreprises actives dans le Nord Stream 2. On fait cela avec l'Iran, mais pas avec un allié, dit-elle. L'ancienne chancelière allemande affirme qu'elle n'a pas à se reprocher de ne pas avoir assez essayé pour éviter une escalade avec la Russie. Oui, Angela Merkel estime avoir suffisamment essayé avant de reconnaître que c'est une grande tristesse qu'elle ne soit pas parvenue quand même à éviter cette escalade durant son mandat. En revanche, Angela Merkel continue à exprimer toute sa confiance dans le gouvernement fédéral et à son successeur Olaf Scholz. Elle dit que la transition gouvernementale ici en Allemagne s'est très bien déroulée et que ceux qui sont actuellement au pouvoir ne sont pas des nouveaux venus parce qu'ils connaissent bien et très bien ces réalités politiques-là. Merci Bob pour ces précisions sur le retour médiatique d'Angela Merkel. Nous poursuivons ce duplex avec la première visite officielle du roi Philippe de Belgique en République démocratique du Congo. Oui, un déplacement d'une semaine pour visiter Kinshasa, Lubumbashi et Bukavu. C'est le premier déplacement officiel depuis 12 ans d'un souverain belge en République démocratique du Congo. Et cette visite a été reportée à plusieurs reprises, notamment en raison de la pandémie de la COVID-19. Alors, cette visite du roi Philippe est à la fois symbolique et historique parce que le souverain belge avait déjà présenté en juin 2020, à l'occasion des 60 ans de l'indépendance du Congo, pour la première fois, je cite, ses plus profonds regrets pour les blessures infligées lors de la période coloniale. Et depuis un an, la Belgique a ouvert le dossier de la restitution des biens appartenant donc à la République démocratique du Congo. Le gouvernement belge a même remis l'inventaire des 84 000 pièces acquises durant la colonisation.
Oui, à cela s'ajoute aussi la restitution de la relique de Patrice Lumumba, héros de l'indépendance congolaise et premier ministre donc, du Congo indépendant, assassiné en 1961. Cette restitution doit avoir lieu le 20 juin prochain. Et sur le front humanitaire, le roi belge, qui est aussi accompagné de la reine Mathilde et du premier ministre belge Alexander De Croo, iront aussi témoigner leur solidarité aux populations meurtries et les femmes victimes de viols à Bukavu, dans la clinique du gynécologue Denis Mukwege, co-lauréat du prix Nobel de la paix en 2018. Mais cette visite officielle est aussi l'occasion surtout de renforcer les liens économiques et commerciaux entre les deux pays, car le roi est accompagné d'une délégation d'entrepreneurs belges prêts à faire du Congo un partenaire privilégié de la Belgique. Donc, même si jusqu'à présent, la Belgique pèse peu, par exemple, dans l'extraction minière qui est dominée par la Chine en République démocratique du Congo. On termine ce duplex avec le Mali, où le gouvernement de la transition a fixé une période de transition de 2 ans à partir du 26 mars dernier. Oui, on peut dire, mon cher Gauthier, que c'est une annonce qui n'était plus qu'un secret de polichinelle, même si des responsables de la CEDEAO disent avoir été surpris aussi par la nouvelle. Il faut juste rappeler que ce week-end à Accra, au Ghana, aucun accord n'a été annoncé avec le Mali. Tout a été renvoyé au prochain sommet de la CEDEAO qui aura lieu donc le 3 juillet prochain. C'est à cette date-là que les dirigeants ouest-africains devraient s'exprimer sur la proposition faite par la junte malienne. La manière cavalière donc qu'ont eu les autorités maliennes d'annoncer la durée de la transition aurait irrité plusieurs chefs d'État ouest-africains, mais la junte militaire subit aussi une forte pression des sanctions économiques de la CEDEAO, malgré les assurances données par les militaires au pouvoir. On sait que le pays subit les conséquences de l'embargo imposé par l'organisation sous-régionale et la junte sait qu'il faut aller vite pour réduire aussi les souffrances des populations et sortir surtout la tête de l'eau sans pour autant perdre la face. Merci à vous, Bob Barry, pour ces précisions.